Hello les freelanceurs et les freelanceuses, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais te partager 5 conseils, 5 optimisations que n'importe quel freelance devrait mettre en place dans son activité. Et on démarre ça maintenant. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et dans les détails de ces 5 conseils, 5 optimisations que n'importe quel freelance devrait mettre en place, je t'invite à t'abonner à la chaîne juste en dessous là, de la vidéo, t'abonner à la chaîne et activer la notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On a une vidéo qui sort chaque semaine, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, toujours sur des thématiques freelance, freelancing, IT, etc. Donc n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker le contenu si tu apprécies, et surtout si tu as des questions, des remarques ou autres, n'hésite pas à nous les mettre en commentaire, on te répondra avec grand plaisir. Alors, 5 conseils, 5 optimisations que n'importe quel freelance devrait mettre en place. On rentre tout de suite dans le vif du sujet, mais juste avant, je vais faire un petit rappel parce qu'il y a certains points qui ne vont être dédiés que aux sociétés. Et donc c'est pour ça qu'il faut bien faire la distinction. Il y a des éléments qui ne vont pas forcément s'appliquer si aujourd'hui tu es en portage salarial ou si aujourd'hui tu es en micro-entreprise. Donc de manière générale, on va plutôt s'adresser aux freelances qui sont en société, mais ça n'empêche qu'il y a certaines choses que tu peux aussi appliquer dans d'autres situations. Donc n'hésite pas à regarder, et surtout si tu as des questions sur la faisabilité de certains leviers, de certains conseils par rapport à ta situation, n'hésite pas à nous les mettre en commentaire. Premier point, ça va être bien évidemment d'optimiser tes frais. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très sous-estimé par beaucoup de freelances. C'est le fait de pouvoir optimiser ses frais. Moi, je discute avec plein de freelances qui ne mettent absolument rien en place ou au pire des indemnités kilométriques, mais ils font pas plus que ça. Aujourd'hui, tu as la possibilité, via tes frais, via ce qu'on appelle les charges déductibles dans ta société, tu as la possibilité d'optimiser certaines choses. Et donc, aujourd'hui, chaque freelance devrait se poser. Et pour faire ça, c'est très simple. Tu prends ton relevé de banque, tu listes toutes tes charges que tu as sur un mois et tu regardes quelles charges peuvent être attribuées à la société. Je prends un exemple tout bête, un abonnement téléphonique par exemple. Tu peux tout à fait demain ne plus avoir ton abonnement téléphonique en perso, mais évidemment le faire passer en charge dans la boîte. Si tu as un abonnement à 30 € par mois, ça te fait 360 € à l'année, et sur ça évidemment ça va réduire ton IS, tu récupéreras la TVA et tu n'auras pas d'impôt sur le revenu. Donc c'est un petit montant qui peut avoir quand même des conséquences. Mis bout à bout, évidemment toutes ces charges sont un levier d'optimisation qui est intéressant dans la mesure évidemment de la loi et du champ des possibles. On va éviter de tomber dans les problématiques d'abus de biens sociaux, mais aujourd'hui tu as quand même une marge de manœuvre en restant dans le cadre légal pour pouvoir mettre en place des optimisations avec tes frais. Deuxième chose que n'importe quel freelance devrait faire, c'est mettre en place un fonds de sécurité. Donc nous, chez Freelancer, c'est quelque chose qu'on recommande et qu'on fait avec tous nos freelances. Aujourd'hui, quand tu démarres ton activité, tu vas générer un certain volume de chiffre d'affaires, tu vas avoir de la trésorerie excédentaire tous les mois. Après avoir payé ton salaire, tes charges, etc., il va rester de la trésorerie. Nous, cette trésorerie, sur les premiers mois d'activité, on invite tous nos freelances à le mettre de côté et à provisionner un certain montant qu'on calcule assez simplement, c'est 6 mois de charge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va prendre ton salaire, les charges qui s'affairent à ce salaire, les charges qui font tourner la boîte, donc vraiment les charges minimum, et on va prendre ce montant-là, cette somme de ces 3 points-là, et on va la multiplier par le nombre de mois de fonds de sécurité qu'on veut. Donc si, admettons, on dit que on a 4 000 € par mois entre le salaire, les charges et les charges de la boîte, on a 4 000 € par mois, on va provisionner 6 mois de charges, et donc on va provisionner autour des 25 000 € de fonds de sécurité. L'idée étant qu'avec ce fonds de sécurité, si demain tu as une panne de mission, tu as une période d'intercontrat, tu veux prendre un break, tu sais que tu as 6 mois devant toi avec un maintien de salaire équivalent à d'habitude, avec les charges de la boîte qui sont payées, et tu sais que tu as 6 mois devant toi pour maintenir ton salaire, pour trouver une nouvelle mission, pour faire un break, et tu ne te poses pas la question de qu'est-ce que je fais, comment je vis, de quoi je vis, comment je me rémunère. Donc mettre ça en place, très intéressant. Attention, mettre ça en place, 25 000 €, on peut se dire c'est con de mettre 25 000 € sur un compte qui sert à rien. Donc c'est un fonds de sécurité, donc évidemment le but c'est de ne pas faire n'importe quoi avec. 2, ces 25 000 € peuvent tout à fait être placés sur un compte titre
quelque chose de liquide qui te permet d'avoir un rendement dessus, mais d'avoir cet argent-là ultra disponible que tu peux retirer potentiellement à n'importe quel moment. Donc ça ne veut pas dire qu'on laisse dormir cet argent bêtement et qu'on n'en fait rien. Mais en tout cas, il faut que ce soit liquide et que quasiment du jour au lendemain, tu puisses récupérer cet argent pour pouvoir activer ce fonds de sécurité. Troisième point, troisième conseil, c'est de mettre en place un PER. Donc le PER, c'est le plan épargne retraite. Aujourd'hui, c'est un excellent moyen de sortir des charges de la boîte, d'optimiser un peu ta fiscalité, de préparer ta retraite, même si tu comptes pas que là-dessus pour préparer tes vieux jours et pour assurer ta retraite. C'est un super moyen, le PER, de justement tous les mois mettre un petit peu dans un produit financier qui a pour but de préparer la retraite et de pouvoir le placer en fonction des différents brokers sur de l'ETF, sur des actions, sur des indices boursiers, sur du fonds euro. Il y a plein de manières de faire. Mais en tout cas, je pense que n'importe quel freelance devrait mettre en place un PER, même avec quelques centaines d'euros par mois dessus. 100, 200, 300 euros par mois, c'est suffisant. Mais avec le principe même de l'effet cumulé et des rendements que peuvent dégager les placements sur lesquels tu vas mettre cet argent, eh bien, tu dois absolument le mettre en place. En plus de ça, ça a quand même beaucoup d'avantages fiscaux, donc il ne faut pas négliger ça, et je pense que tu peux très clairement t'y retrouver à la fin grâce à ce levier-là. Pour moi, c'est le troisième point, pardon. Pour moi, c'est le troisième point, et il faut absolument que tout le monde le mette en place assez rapidement quand il lance son activité. Ensuite, quatrième point, eh bien ça c'est un gros défaut, et je pense que n'importe quel freelance devrait penser sa stratégie d'investissement et de défiscalisation. Pour moi, les deux vont ensemble, parce qu'aujourd'hui, beaucoup foncent dans le freelancing avec une vision salariale, c'est-à-dire je fais du cash, je me finance un lifestyle, mais au final je suis dans une cage dorée qui est la même que celle qui était avant en CDI, mais avec juste des revenus qui sont beaucoup plus importants, et on ne prévoit rien, on n'a aucune stratégie, on ne projette rien dans l'avenir, etc. Et ça, pour moi, c'est un gros défaut de beaucoup de freelance. Donc quatrième point très important, c'est définir une stratégie d'investissement et de défiscalisation. Si tu n'as pas d'idée, si tu ne sais pas comment le mettre en place, eh bien fais-toi accompagner. Mais aujourd'hui, cette stratégie d'investissement, de défiscalisation à long terme, elle est ultra importante, parce que cumuler du chiffre d'affaires, cumuler de la trésorerie et se payer des gros salaires, etc., ça mène nulle part. Et donc, il faut à un moment donné se dire, ok, la trésor que je gagne, que je génère, où est-ce que je la mets, dans quoi je l'investis, comment je la place, quel type de placement me correspond, quelle va être l'incidence fiscale de ces placements-là, est-ce que c'est de l'immobilier, est-ce que c'est de la bourse, est-ce que c'est des startups. Voilà, il y a plein de possibilités, mais il faut réfléchir à cette stratégie, il faut la poser, j'ai envie de dire sur papier quasiment, pour avoir vraiment une vision claire de ce que tu veux faire, de comment tu veux le faire et de quel impact tout ça va avoir sur ton activité, sur ta fiscalité, etc., etc. Et enfin, cinquième point qui fait écho un peu à celui d'avant sur la stratégie, c'est évidemment d'être en capacité de s'entourer des meilleurs conseils aujourd'hui, de par les volumes que tu vas générer. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui pour beaucoup, c'est que les volumes de chiffre d'affaires qu'on génère en étant freelance font que la moindre erreur de quelques pourcentages de cotisation sociale, d'imposition, va vite coûter très cher. Parce que tu fais une erreur de quelques pourcents sur 100 000 ou 150 000 euros de chiffre d'affaires, tu te doutes bien qu'à la fin de l'année, ça fait quelques milliers d'euros qui vont s'envoler. Et donc ça, c'est dommage. Et donc aujourd'hui, pour éviter ces situations-là, investir dans un conseil, comme un fiscaliste, un avocat, un notaire, un expert comptable. Aujourd'hui, ces choses-là, c'est ultra important, parce qu'on peut se dire « Ah, mais je ne vais pas aller payer 2 000 euros à un fiscaliste. » Ouais, mais si ce fiscaliste, il te fait économiser 5 000 euros d'impôts pour les 10 prochaines années, bah en fait, 50 000 euros de gain d'impôts versus 2 000 euros d'honoraires à lui payer, le calcul, il est assez vite fait. Et donc en fait, c'est ultra important d'être en capacité de s'entourer des meilleurs conseils pour pouvoir justement, eh bien, ça fait écho à l'aspect stratégie dont je parlais juste avant, mais c'est ultra important de pouvoir s'appuyer sur, entre guillemets, des cerveaux, des gens qui connaissent leur domaine, pour pouvoir justement définir cette stratégie et surtout l'implémenter, la mettre en place. Ça, c'est ultra important. Je pense que dans ton domaine, dans l'IT de manière générale, tu as une expertise,
et le client, il vient te voir pour cette expertise parce qu'il ne sait pas le faire lui-même. Bah, c'est pareil dans les autres domaines. Et donc, applique-toi à toi-même ce que les autres appliquent autour de toi. C'est ultra, ultra important. Voilà pour ces 5 conseils, 5 optimisations que n'importe quel freelance devrait mettre en place. En tout cas, c'est le constat que j'ai fait depuis plusieurs années à accompagner des freelances. Dis-moi en commentaire si tu as mis certaines choses en place, si tu comptes mettre certaines choses en place. Si tu as des questions pareilles, pose-les-nous en commentaire. On te répondra avec grand plaisir. N'oublie pas également de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos et d'activer les notifications. Moi, je te dis en tout cas à très bientôt sur la chaîne de freelancer.io pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, que ton business se porte bien et à bientôt. Ciao.